Welcome to The Unseen Crowd, a podcast about the people and movements driving change from the margins. Change often begins in places you can't see, where a crowd gathers, carries strategies, and reshapes futures, even when ignored. This crowd is loud, unstoppable, and unapologetic. These are their stories. Hi everyone. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Le Public Invisible. Je me nomme Jonathan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage dans les soins. Savez-vous que 40% des défenseurs des droits humains en Afrique déclarent souffrir d'épuisement professionnel et de troubles mentaux au cours des 5 premières années de leur militantisme? C'est ce que révèle le rapport Frontline Defenders de 2022. Avant de commencer, j'aimerais présenter les invités compétents qui se sont joints à moi aujourd'hui. Je leur demanderai de se présenter. Mais pendant que vous vous présenterez, dites-moi quelle personnalité célèbre vous incarnez ou qui, selon vous, incarne le mieux le concept de soins à vos yeux et expliquez-nous pourquoi. Je commence? Bien sûr. Mon Dieu. Bon, je n'ai pas de célébrité que je trouve incarnée en moi, mais si je peux en trouver une, laissez-moi y réfléchir pendant que je me présente. Je m'appelle Anthony Oluche et je supervise les programmes de Pan-Africa, IGA. Et si je devais penser à une célébrité, mon Dieu, je suis à court d'idées, ce serait Madonna. Pour une raison étrange. Pourquoi? Parce qu'elle est magnifique, c'est tout. Merci. J'adore ça. À vous. Hi everybody, I am Jolerina Timbo. Bonjour à tous, je me nomme Jolerina Timbo, je suis en charge de la coordination des programmes chez Honte Positive Namibie, qui travaille avec Libre d'être moi, dans le cadre d'un programme national. Pour moi, l'incarnation même du soin, ce serait quelqu'un comme Jeannette Mokosaye, une femme transgenre résolue qui avance avec courage et s'engage dans ses combats en parlant ouvertement de ses difficultés, sans souffrir en silence. Je pense que c'est l'une des façons dont j'essaye d'incarner et de gérer mes difficultés au quotidien. Merci pour cela. À vous. Hi, I'm Nurdiansa Dalijo. You can just call Bonjour, me Diane. je me nomme Nurdiansa Dalijo. Vous pouvez m'appeler Diane. Je suis un écrivain queer et également militant originaire d'Indonésie. En ce qui concerne les célébrités, je pense que je n'en ai pas. Mais j'adore Princesse Mononoke. C'est un personnage fictif du film Princesse Mononoke. Je l'aime bien parce que, je pense qu'elle nous montre le vrai sens de l'attention dans ce film. Si vous y prêtez l'attention, nous pourrons en discuter plus tard. D'accord, merci beaucoup. Hier, alors que je venais ici, j'étais dans l'avion. Une des hôtesses de l'air nous a montré comment mettre le masque à oxygène et tout ça. Et une chose m'a marqué. À la fin de sa démonstration, elle a dit « Avant d'aider quelqu'un d'autre, assurez-vous d'avoir mis votre masque. » Bon, aujourd'hui, nous devons inverser les rôles et voir ce que signifie pour nous le mot « attention ». Souvent, en tant que militants, nous souffrons d'épuisement professionnel, de problèmes de santé mentale. Nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. Nous nous plaignons toujours d'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est un truc que personnellement, je vis depuis 5 ans. Je n'ai pas su comment gérer cet épuisement-là, professionnel-là. J'ai vu des psychologues, je vois des psychologues depuis 3 ans et demi, et je n'ai pas réussi à gérer cet épuisement-là, tout simplement parce que c'est une question d'apprentissage. Je n'ai pas appris à me guérir, je n'ai pas appris à me poser, je n'ai pas appris à peut-être prendre soin de moi. Je ne sais pas comment prendre soin de moi. Prends peut-être petit à petit,
avec la communauté, avec la communauté de pratique, avec Que signifie pour vous, en tant qu'individu et en tant que membre du mouvement LGBTQI, le mot attention? Personnellement, je pense que pour moi, prendre soin de soi, c'est être capable de déconnecter et de savoir quand déconnecter en tant qu'individu. Souvent, comme vous l'avez dit, vraiment, je ne connaissais pas cette statistique selon laquelle beaucoup d'entre nous souffrent d'épuisement professionnel. Mais je savais que j'avais moi-même souffert d'épuisement professionnel, donc pour moi, en tant qu'individu, prendre soin de soi, c'est être capable de savoir quand déconnecter et le faire réellement. En étant que collectif, je pense qu'en tant qu'Africains, nous avons été élevés et nous essayons, mais sans y parvenir tout à fait, d'imaginer, de vivre selon le principe Ubuntu, selon lequel j'existe parce que tu existes. Donc, individuellement, cela signifie que je suis capable de déconnecter, mais collectivement, cela signifie être capable de penser que tout ce que je fais a un impact sur les personnes qui m'entourent. Et si je suis capable de m'assurer que les personnes qui m'entourent vont bien, alors nous irons tous bien. Merci pour cela. I think in my opinion, care À mon avis, is not just prendre soin n'est pas seulement important, c'est une nécessité pour nous relier à la continuité de la vie, à la survie, à la communauté. Mais voici le problème. Je pense que malheureusement, nous n'apprécions pas toujours l'existence et la présence des forums de soins, car le travail de soins est souvent considéré comme acquis. often taken for granted. Je pense que les soins sont un aspect très important et essentiel auquel nous ne prêtons pas attention. Si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale, émotionnelle et de votre bien-être, cela a évidemment un impact sur votre santé physique. Cela a un impact sur tout le reste, financièrement, économiquement. Tout le reste de votre vie est remis en question. Et j'ai appris cela de ma propre expérience personnelle. Vous savez, sacrifier le fait d'être appelé à 2 heures du matin en tant que militant parce qu'il a une crise, tout laisser tomber, votre sommeil, tout, vous réveiller à cette heure-là pour aller aider et soutenir les communautés, cela vous épuise. C'est un travail gratifiant, mais cela vous épuise à long terme. Et nous devons trouver des systèmes de soins qui permettent de dire: «Je l'ai fait cette semaine, quelqu'un d'autre peut-il le faire la semaine prochaine?» Se confier mutuellement la responsabilité, 1 semaine sur 2, afin de pouvoir équilibrer les réalités des soins dont nous avons besoin pour nous-mêmes. J'aime beaucoup la façon dont nous nommons maintenant le problème et identifions les lacunes et tout le reste. Ma prochaine question est donc la suivante. Pourquoi ne prenons-nous pas soin de nous-mêmes? Est-ce la pression du mouvement? Est-ce la pression organisationnelle? Est-ce la pression que nous nous imposons à nous-mêmes? Quelle est la raison pour laquelle nous ne faisons pas d'efforts conscients? Est-ce que c'est quelque chose qui existe mais qui ne figure pas dans nos documents stratégiques, qui ne fait pas partie de nos pratiques? Quelles sont donc les lacunes et où se trouvent-elles? Je pense que c'est ce que j'ai vraiment mis en avant ces derniers temps, c'est l'idée d'avoir des politiques et des moyens de traiter la santé mentale et le bien-être sur le lieu de travail, n'est-ce pas? Parce que cela n'est pas intégré. Nous en parlons ouvertement, mais cela n'est pas mis en pratique. Cela signifie donc que personne ne fait d'efforts pour s'assurer que les membres du personnel vont bien, que les militants vont bien. Comment pouvons-nous les soutenir davantage, n'est-ce pas? Et je pense commencer par des politiques simples, faciles à mettre en œuvre, que les gens peuvent adopter et dire: voici ce que dit notre politique. Je pense que j'ai besoin d'une pause pour ma santé mentale, n'est-ce pas? Et quand je prends du recul et que je regarde les organisations internationales qui peuvent fermer pendant 1 semaine juste pour se reposer ou faire une pause, certains d'entre nous n'ont pas cette possibilité, n'est-ce pas? Et nous nous demandons: mais pourquoi n'avons-nous pas cette possibilité? Nous travaillons toute l'année, de janvier à décembre, sans repos, n'est-ce pas? Jusqu'en décembre, c'est la fin des activités, c'est maintenant les vacances, c'est le seul moment où vous prenez réellement le temps de respirer et de penser à vous-même.
Mais vous ne pensez même pas à vous-même pendant cette période. C'est le moment de passer du temps en famille. Vous devez maintenant consacrer votre temps à votre famille, courir partout, faire les courses, cuisiner, Dieu sait quoi d'autre, n'est-ce pas? Vous avez donc à peine le temps de faire ce que vous voulez. J'allais justement dire que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nous avons besoin de mettre en place ces politiques. Mais en y réfléchissant un peu plus et en posant la question que vous avez posée, pourquoi sommes-nous comme ça? Nous avons été élevés dans une société qui nous dit qu'il ne faut pas être malheureux. On nous a dit en grandissant que nous étions des hommes. Il ne faut pas pleurer. Un homme ne pleure pas. Et nous intériorisons ces choses à cause de toute cette culture patriarcale dans laquelle nous avons été élevés. Nous les intériorisons, même dans nos organisations, où l'organisation ne peut pas être perçue comme n'étant pas bien, car c'est un signe de faiblesse. Je pense qu'il est temps que nous nous attaquions à ce problème et que nous admettions que nous sommes des êtres humains. En réalité, nous pouvons nous effondrer et en réalité, il est normal de ne pas aller bien. Et la raison, à mon avis, c'est que c'est ainsi que nous avons été élevés. Et nous devons commencer à démanteler ces systèmes dans lesquels nous avons été élevés, à décoloniser nos esprits. Comme l'a dit Bob Marley, nous devons nous émanciper de l'esclavage mental. De cette façon, nous pourrons enfin dépasser le stade où nous avons du mal à dire « je ne vais pas bien aujourd'hui ». Le stade où nous avons du mal à demander « comment vas-tu ?» et à le penser sincèrement et nous en écoutant vraiment jusqu'à atteindre le stade où cette situation est profondément ancrée en nous sans être artificielle. Nous avons dans ces mots décolonisé, approche féministe, intersectionnalité, tous ces mots à la mode qui circulent partout. Comment les mettre en pratique? Vous avez parlé de décolonisation. Comment décoloniser car? Comment le faire au niveau personnel, au niveau organisationnel, au niveau du mouvement? Comment le faire? I think we need to realize that the world we live in Je pense que nous devons prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons est conçu pour négliger le travail de soin. Donc, oui, nous sommes en fait affaiblis en ce moment parce que nous sommes attirés par le jargon de l'indépendance, qui tend à privilégier l'individualité, la capacité à faire les choses tout seul. Vous êtes des activistes, vous êtes plein d'énergie et vous êtes des combattants. Je pense que c'est une caractéristique claire des capitalistes et de la culture néolibérale, plutôt que le sens de l'indépendance, en tant que quelque chose lié à la liberté dans le contexte de la décolonisation. Je vous dis, en réalité, nous ne pouvons jamais vraiment tout faire seuls. La dépendance vis-à-vis des soins a été considérée comme pathologique. Donc, plutôt que de la reconnaître comme faisant partie de notre condition humaine, comme l'a dit Anthony. Je veux juste comment décoloniser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les gens disent. Je vais prendre une journée pour prendre soin de moi et m'acheter des choses. Je veux dire, c'est juste se laisser glisser dans la mentalité capitaliste. Il ne s'agit pas vraiment de m'acheter des choses. J'en ai même pas les moyens. Il s'agit vraiment de m'éloigner de cela. Et oui, vous devez prendre soin de vous. Oui, vous avez besoin de temps pour vous ressourcer et vous devez en être conscient. Mais prendre soin de soi, ça peut aussi être que puis-je faire pour mes collègues? Pourquoi ne pas envoyer un message pour demander aux gens comment ils vont? Envoyer ce message à quelqu'un de mon entourage et lui demander « Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi aujourd'hui? Pourquoi ne pas alléger un peu la charge de quelqu'un d'autre ?» C'est aussi une forme de bienveillance. Et c'est une façon décoloniale de prendre soin des autres. Cette bienveillance ne doit pas nécessairement impliquer de dépenser de l'argent, ni être liée à un sentiment d'existence très individualisé. Saviez-vous que seulement 2% des dons philanthropiques mondiaux sont consacrés aux questions LGBTQI+,
Et je suis sûr qu'une fraction très faible, voire infime, de cette somme est consacrée aux soins et au bien-être. Pour moi, nous devons passer à la question suivante et nous demander quelles sont les ressources disponibles, quelles sont les lacunes que nous avons constatées, comment pouvons-nous combler ces lacunes. Je sais qu'avec le rétrécissement de l'espace civique, le mouvement anti-droit, la situation actuelle et tout ce qui s'y passe, il y a beaucoup à faire. Je veux que nous sachions quelles sont les ressources disponibles et comment elles affectent notre capacité à prodiguer ces soins. Pour commencer, avez-vous un budget en tant qu'individu? Intégrez vous-même les soins dans vos budgets? Et c'est le cas? En fait, non. Nous incluons pas les soins de nos budgets individuels. Je le fais parfois. Par exemple, je vais m'acheter quelque chose, ce que je ne devrais pas faire. Je pense dans le domaine de la philanthropie, ce chiffre de 2% est triste. Le chiffre inférieur à 0,00% est probablement celui qui est généralement attribué aux soins, mais il est encore plus triste. Mais il suffit de penser au fait que la philanthropie, les donateurs, toutes les personnes qui financent notre travail ne veulent voir que des résultats. Ils ne se soucient pas des personnes qui font réellement le travail. Ils ne s'en soucient pas. Nous finissons par essayer d'obtenir des résultats car si nous n'essayons pas d'obtenir des résultats, nous n'obtiendrons pas d'argent, nous n'obtiendrons pas des ressources. Il s'agit donc vraiment pour nous, en tant que bénéficiaires des fonds, de dire, en fait, vous rendez-vous compte que sans nous, vous n'obtiendrez pas des résultats? Et comme Jalirina l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas verser d'une tasse vide. Nous devons le dire clairement. When we talk about resources for care, Quand on parle des ressources pour les soins, c'est un facteur très négligeable. Pour ma part, j'ai essayé de me renseigner. J'ai cherché sur Internet, mais il n'est pas facile d'obtenir des soins. À moins de faire appel à des fonds d'urgence et à des organisations féministes, il est difficile d'obtenir des financements importants pour les soins, n'est-ce pas? Et comme Anthony vient de le dire, beaucoup de donateurs veulent que 80% des fonds qu'ils donnent soient consacrés aux activités, ce qui n'inclut même pas les soins, n'est-ce pas? Et avec les 20% qui restent pour les militants ou le personnel qui travaille, ce n'est même pas un salaire qui permet de tenir quelques mois, n'est-ce pas? Vous survivez littéralement d'un mois à l'autre, puis au suivant. On n'a même pas le temps de penser à aller voir un psychologue. On ne peut pas partir en week-end ou en retraite juste pour se concentrer sur soi-même et faire le point. Rien de tout ça. On ne peut même pas le planifier, n'est-ce pas? Parce que l'argent ne suffit pas et qu'il n'y a pas les ressources nécessaires pour cela. Et souvent, même avec ces fonds d'urgence et autres, tout cela est également limité, n'est-ce pas? Alors, vous envoyez un militant pendant 2 semaines dans une retraite ou à un endroit où il peut simplement s'éloigner de tout. Après ces 2 semaines, il doit retourner dans la même situation. Au bout de quelques mois, il se retrouve dans la même situation. Vous devez donc trouver un autre donateur qui puisse l'aider. Comme s'il n'y avait pas de solution permanente aux problèmes liés à la santé mentale et aux soins pour les communautés queer, hein. After a few months, they are in the same situation. So you need to find another donor that can help them. Like there's no permanent solution to the problems when it comes to mental health and care for queer communities. I also see that there's that vicious cycle that's there, you know. Je vois aussi qu'il y a un cercle vicieux, vous voyez? Et l'ironie, c'est que parmi les donateurs eux-mêmes, certains travaillent 4 jours par semaine. D'autres ferment en juin pour se reposer. Ils ferment à nouveau en décembre. Mais ils disent qu'ils ne trouvent pas de soins dans nos organisations, etc. Est-ce parce qu'ils ne nous font pas confiance? Quel est le problème? Parce que j'aimerais penser que nous avons une politique de porte ouverte, avec des voies de communication ouvertes pour interagir et partager nos préoccupations avec les donateurs. Quelles sont les lacunes? Quel est le défi? Y a-t-il pas de confiance entre les deux parties? Nous faisons-nous confiance dès le départ? Do we trust each other?
to start off with. Je ne pense pas que ce soit une question de confiance. C'est plutôt le fait que nous sommes considérés comme des colonies. Je vais le dire dans ce podcast. Parce que la dynamique de pouvoir qu'il existe entre nous, les bénéficiaires, eux, les bailleurs de fonds, est telle qu'ils peuvent se permettre de faire cela. Ils peuvent prendre leurs 4 jours de congé, mais c'est nous qui faisons le travail. C'est donc nous qui allons trimer. Nous allons tout faire pour y arriver, pour obtenir des résultats. Les leur envoyer afin qu'ils puissent aller voir leurs bailleurs de fonds et leur dire « Regardez, les Africains ont fait ça ». Mais il est important de le dire et de préciser que la dynamique de pouvoir existe bel et bien. Mais en fin de compte, nous sommes des personnes qui avons besoin d'attention. Nous sommes des individus qui sommes épuisés parce que nous recevons constamment des appels de nos concitoyens. Ils ont été arrêtés, ils ont été violés et nous recevons constamment ces appels. Nous y répondons et au bout du compte, c'est vous et moi qui sommes concernés. Mon Dieu, comment vais-je gérer cela pour moi-même? Ce ne sont pas des donateurs. C'est donc des mentalités coloniales qui doivent prendre fin. Je serai très clair à ce sujet. C'est une mentalité coloniale qui n'a rien à voir avec la confiance. La confiance est en fait une chose entre nous dont nous devons nous occuper. Pour eux, pour les donateurs et pour nous, en fait, il s'agit d'une mentalité coloniale qui doit cesser. Désolé pour le gringo. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. I don't believe there is a sustainability where thing. Je ne pense pas qu'il y ait aide ou durabilité si on fait le lien avec la relation avec les donateurs. Parce que quand on parle de soins, on parle d'interdépendance. Et pour faire le lien avec les questions liées à la décolonisation, ils ne veulent pas le faire. Comme l'interdépendance entre les donateurs et les bénéficiaires. Alors, je pense, tant pis pour les infirmiers. Donc, l'absence de soutien en termes d'argent et d'aide de la part des donateurs nous donne aussi l'occasion de contextualiser, d'interpréter ce qui est le soin pour nous. Comment nous allons définir et contextualiser le soin? Comment nous allons explorer notre expérience passée sur toutes les choses liées aux donateurs qui se passent en ce moment? Et je crois que nous survivrons. Je veux dire, comme les patients queer partout, mais aussi parce que nous avons déjà montré que nous sommes résilients. Je pense donc que nous pouvons traverser cette épreuve sans Donald Trump, mais je me rends compte qu'il est également important de continuer à défendre cette cause dans le cadre de cette relation, car nous ne voulons pas dépendre uniquement des donateurs, mais il ne s'agit pas seulement qu'ils donnent de l'argent. Il s'agit aussi de certaines manières, parmi tant d'autres, de décolonialiser le système. I love how you're talking about. J'aime beaucoup la façon dont vous parlez de durabilité, de résilience des communautés, etc. Ma question suivante est donc la suivante. Quelles sont les actions, grandes ou petites, que nous pouvons mener à différents niveaux, que ce soit à titre personnel ou au niveau organisationnel? Quelles sont les petites choses que nous pouvons faire pour instaurer une culture du soin dans notre vie quotidienne, afin de commencer à mettre en place cette culture de soin dans notre vie quotidienne? Quelles activités ou actions pouvons-nous mener? Activities or actions can we do? Plus je mets en pratique ce que la communauté de pratique nous apprend, plus je participe à ces séances de bien-être où, ben voilà, écouter la voix de quelqu'un qui vous dit que vous êtes bienveillant, écouter des voix qui vous disent que vous êtes bon, vous êtes une très bonne personne, entendre des gens vous rappeler tout ce que vous aviez apporté dans une lutte, dans une cause, ou tout ce que vous aviez apporté pour voir une communauté ou une personne se relever de ces difficultés. Quand on entend ça, mais franchement,
on va de l'avant, on peut aller de l'avant, ça peut nous permettre d'aller de l'avant, ça peut nous permettre de guérir aussi. I think one thing that I started doing was Je pense qu'une chose que j'ai commencé à faire a été de me fixer des limites. Si un collègue m'appelait après 17 heures, je lui disais que je n'étais pas de service et que cela devait attendre. Je comprenais ce qu'il me disait, mais cela devait attendre le lendemain matin, jusqu'à ce que je sois au bureau pour pouvoir m'en occuper. Je leur disais qu'ils pouvaient en parler au directeur général ou à qui de droit. Et cela ne sera-t-il pas considéré comme de la subordination? Je leur dirais quand même la même chose. Si je ne suis pas de service, je ne suis pas de service. Il y a des choses qui doivent être faites. Elles doivent être faites pendant mes heures de travail. C'est mon temps libre et c'est le temps pendant lequel je suis occupée. Je ne vais donc pas tout laisser tomber juste pour gérer cette situation, malheureusement. C'est ainsi que j'ai réussi, dans ma vie personnelle et professionnelle, à fixer des limites, à préserver ma santé mentale et à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. C'est l'une des façons dont j'ai réussi à y parvenir au cours des 2 ou 3 dernières années. In the last 2 to 3 years. Dire non est donc une compétence importante. Et ma question suivante est la suivante. Sommes-nous suffisamment autonomes pour dire non? Avons-nous même la capacité de dire non? C'est une chose en ce qui concerne les actions ou les activités à mener. Mais sommes-nous suffisamment autonomes pour dire non de nos différents espaces? Il s'agit de reconnaître cela. Et je viens sur le point soulevé par Jelirina, à savoir qu'on ne peut pas verser une tasse vide. Reconnaître cela vous aide à établir vos limites. Cela vous aide également à vous dire, vous savez quoi, je peux dire non. Il s'agit de reconnaître que nous sommes capables de le faire. C'est une question d'autonomie. J'espère que tous ceux qui écouteront cette conversation en tireront la conclusion suivante. Je peux effectivement dire non, comme l'a fait Jeu de l'Arena. Établissez des limites et dites, au-delà de ce point, je ne prendrai plus d'appels professionnels. Au-delà de ce point, je ne m'occuperai plus de ces choses. Il s'agit vraiment de reconnaître qu'il y a une limite à ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain. L'autre chose que je voulais ajouter à cela, c'est que je suis très au-delà de ces limites personnelles. Je suis un fervent partisan du fait de prendre des nouvelles des gens. Et puis à la fin, nous devons vérifier comment vous vous sentez après cela. Et en réalité, nous devons nous éloigner de cette notion théâtrale de prendre soin de soi pour passer à l'action. Pour moi, c'est juste une question de cohérence. Je vais constamment prendre de vos nouvelles et vous finirez par comprendre que cette personne est sincère dans ses questions. I think the most important form of Je pense que la forme la plus importante de guérison pour une organisation est bien sûr d'avoir des habitudes et, si possible, des procédures formelles. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir des règles claires pour le système de soins dans nos organisations. Donc, les procédures opérationnelles standards, je pense au système de soins, à la manière dont nous allons construire un système de soins. Je pense que c'est vraiment important. Il ne faut donc pas se fier uniquement aux aspects individuels, car il est parfois très difficile de contrôler cela dans le cadre d'organisations formelles, à mon avis. Mais je pense que pour un collectif, pour une communauté, il est également très important que nous discutions ensemble non seulement des activités que nous allons mener, mais aussi des plans de plaidoyer. Je parle des plans de plaidoyer. J'adore me retrouver avec mes amis queer pour discuter de tout et de rien, bavarder, papoter, faire des pique-niques ou parfois voyager pour rendre visite à des amis dans d'autres villes, dans d'autres régions et aussi voyager avec mes amis queer. Il faut donc parfois se demander s'il s'agit simplement d'un collectif ou d'une communauté, ou s'il s'agit d'une organisation formelle dont nous avons vraiment besoin en tant qu'OP pour nous assurer que le système de voiture existe réellement et peut être mis en œuvre. Et nous devons continuer à l'exercer. L'ordre a dit un jour que prendre soin de soi n'est pas de l'égocentrisme.
c'est de l'instinct de conservation et c'est un acte de guerre politique. Exactement. Alors que nous sommes sur le point de conclure notre épisode, je pense que ce sont la centaine des choses que nous devons rapporter à nos communautés et nous assurer de leur dire que cela ne s'arrêtera pas là. Ce n'est pas une conversation qui va l'arrêter. Et rapportons cela à nos communautés alors que nous sommes sur le point de conclure. Comme vous l'avez dit, nous devons faire le point. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? Je me sens militant maintenant parce que nous avons parlé des donateurs. Je veux aller leur dire « Hey les gars, faites ce qu'il faut. Faites le travail, financez les soins. » Mais j'ai aussi la pression d'avoir liberté, beaucoup de ce que j'avais en moi. Et c'est toujours une bonne chose de parler et de partager les soins. Je me sens bien. Très bien, merci. Merci. Je ne pourrai jamais, je ne sais pas. Mais oui, tout va bien. Merci. I believe that Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'activistes et de personnes qui sont encore confrontées à toutes ces difficultés. Et j'espère que ce podcast leur permettra d'apprendre quelque chose et de partager davantage avec les autres dans leur contexte. Il ne s'agit pas seulement de l'intention de prendre soin de soi, mais aussi des actions qui vont avec, n'est-ce pas? Donner à vos communautés, à votre personnel, les moyens d'être résilients et forts. Et de donner la priorité à leur bien-être, à leur propre bien-être. Il n'est pas sain de rester les bras croisés et de laisser les gens s'épuiser. Vous voyez que votre collègue ou un membre de votre personnel est en train de s'épuiser, mais vous ne faites rien. C'est comme si... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense donc qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir de manière intentionnelle. Il est temps que les gens prennent leurs responsabilités et accordent la priorité à leur santé mentale, à leur bien-être et à leur bien-être. J'espère que ce sera le début de nombreuses conversations sur le bien-être. And I hope that this is the beginning of many conversations on care. Oh, is this the end of our conversations? Comment vous sentez-vous après cela? I feel good. Je me sens bien. Je me sens bien dans cette ville en tant que garde tropique. Mais je pense que, pour en revenir au sujet, le défi consiste à comprendre et à contextualiser les soins au sein de la communauté. Care within the community. Je veux dire, nous reconnaissons que la conscience des valeurs et des comportements en matière de soins est née de la façon dont nous comprenons la communauté. Le mouvement, les organisations à travers le langage ou de la façon dont nous les reconnaissons comme un espace, un sentiment et aussi des liens. À partir de là, je pense que nous pouvons nous réunir, nous réjouir, discuter, participer, collaborer et aussi célébrer de manière significative et ensemble la manière dont nous allons définir, contextualiser les soins, les mettre en œuvre, continuer à les exercer, à poser des questions et à faire face aux situations difficiles en matière de soins. Facing challenging situations about care. Et merci pour tous les points que vous avez soulevés. J'aime beaucoup le dernier point que vous avez évoqué, où vous dites qu'il doit y avoir une responsabilité, que nous devons nous tenir mutuellement responsables et faisons-le. Commençons par nous tenir responsables, tenir nos collègues responsables et tenir nos mouvements responsables également. Eh oui, merci beaucoup pour votre temps et pour votre participation. Avant de partir, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, juste quelques questions. C'était ça. Ce sont des prix. Ce sont des prix à gagner. Si vous répondez à cette question, vous ne faites pas de quiz. Oh, d'accord. Juste une question. Non, en fait, c'est pour conclure toutes vos remarques finales. D'accord. Pour conclure, qu'est-ce que signifie pour vous prendre soin en un mot? In one word. Ubuntu. À quoi ressemble l'attention pour vous? Nous avons beaucoup parlé d'amour. En un mot, l'amour.
Cela ressemble à de l'amour. C'est bien. Forest. For us. Yes. Forest. Forêt, forêt tropicale. Pour souligner que, pour parler de son, nous devons également parler d'écosystème de son. C'est donc comme un écosystème, c'est comme un système de son. C'est assez profond sinon. Merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Rejoignez-nous la prochaine fois pour parler de la mise en pratique de la responsabilité. Et pour conclure, comme vous le savez, j'adore RuPaul's Drag Race. Généralement, quand RuPaul termine, il dit « Si vous ne pouvez pas vous aimer vous-même, comment diable allez-vous aimer quelqu'un d'autre ?» Merci. Thank you. This podcast has been made possible with the support from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands through the Power of Pride program, an initiative of COC Netherlands, ILGA Asia and Pan-Africa ILGA, being implemented across 22 countries in Asia and in Africa. The program supports over 250 LGBTQI+-led community organizations to advocate for inclusive laws and policies and strengthen LGBTQI+ communities and civil societies in Asia and Africa. Please follow us to find out more. Thank you for listening.